On vous rassure, Selim, la voix préférée des crosseurs, est encore loin de la retraite. Il s'agit simplement d'un petit remplacement temporaire, le temps que notre franchise player prenne un temps de repos bien mérité. Bienvenue à tous dans le Temps Mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une équipe dont personne ne parle, sauf peut-être quand il est question de spéculer sur la future destination de LaMarcus Aldridge. Même la Ligue semble avoir oublié son existence. Demandez à ce pauvre DeMar DeRozan. Pourtant dans l'ombre, les Spurs sont de retour. Auteur d'un surprenant début de saison, ils bouleversent la hiérarchie à l'ouest. Zoom sur la meilleure équipe du Texas, du moins actuellement. Les Spurs sont trop vieux. Voilà une arlésienne que vous n'êtes pas prêt de réentendre avant un bout de temps. Pour la première fois depuis des lustres, les Texans affichent l'un des effectifs les plus jeunes de toute la ligue, 25 ans d'âge moyen. Et encore, la stat est trompeuse, car plus des 2 tiers des éperons ne dépassent pas le quart de siècle. À San Antonio, seuls les tauliers DeRozan, Aldridge, Rudy Gay et Patty Mills sont trentenaires. Pourtant, malgré ce manque d'expérience évident, les Spurs sont depuis le début de saison solidement ancrés parmi les 8 premiers à l'ouest, une surprise pour nombre d'observateurs qui ne les imaginaient pas aussi sérieux. Bien lancés, les hommes de Greg Popovich parviendront-ils à maintenir le rythme et se qualifier pour les playoffs au sein d'une terrible conférence qui compte en son sein des armadas bien plus impressionnantes sur le papier? Avant de tenter d'y répondre, retour sur cette première partie de saison des Silver and Black. Attardons-nous d'abord sur les cas individuels. Comment parler des Spurs sans chanter les louanges de leur franchise player? Il aura fallu 1 an à DeMar DeRozan pour s'acclimater au Spurs basketball. Dans l'ombre depuis 2 saisons, l'ex-Raptor a fait évoluer son jeu pour pratiquer aujourd'hui le meilleur basket de toute sa carrière. Fini le scoring à tout va comme en 2017. DeRozan s'est mué en maître à jouer. Numéro 10 dans le dos, peut-être y était-il prédestiné? Pourtant, peu l'imaginer dans ce registre. Catalogué joueur d'ISO pendant près d'une décennie, il fait aujourd'hui partie, avec 7,2 assists par match, des 15 meilleurs passeurs de la ligue. Cela devant des références comme son bro Kyle Lowry ou même le chef Curry. Ce n'est pas pour autant que DeRozan oublie ses bonnes habitudes. Toujours aussi létal à mi-distance, il peut maintenant compter sur un tir à 3 points plus régulier que par le passé. Certes, DeMar prend beaucoup moins de shoot, mais il privilégie l'efficacité à la quantité. 20 points en moins de 14 tirs par match, personne ne fait mieux en NBA. Comme d'habitude, il peut s'appuyer sur son invraisemblable capacité à provoquer des lancers. Pour résumer, le DeMar DeRozan 2.0, créé d'abord pour les autres, mais c'est s'appuyer sur ses forces pour faire la différence individuellement dans les moments chauds. C'est ce qu'on appelle être valuable. Apparemment pas assez pour avoir sa place au match des étoiles, bref, passons sur cette injustice. Dans notre preview, nous avions insisté sur le rôle clé qu'aurait Dejounte Murray cette saison. Il devait absolument se relancer après un retour de blessure assez cata. C'est chose faite, le successeur de Tony Parker dépasse même toutes les espérances. Présent dans tous les compartiments du jeu, son volume semi-westbrookéen impressionne. C'est simple, statistiquement, il est le 2e meilleur scoreur, le 2e meilleur passeur et le 2e meilleur rebondeur de l'équipe. Tout bonnement, incontournable, Murray prend enfin ses responsabilités. En témoigne son buzzer beater face aux Nets. Même s'il souffre encore d'une adresse trop fluctuante, il donne l'impression de jouer plus juste, de faire de meilleurs choix. S'il continue sur cette lancée, il pourrait pourquoi pas prendre une place sur le podium du Most Improved Player. Sinon, à part ça, Patty Mills fait du Patty Mills. À 32 ans, l'Energizer australien assume son rôle de grand frère à la perfection et nous sort statistiquement la meilleure saison de sa carrière. Unique rescapé d'une époque désormais révolue, il a vu son temps de jeu et son nombre de tirs exploser. Plus adroit que jamais, il envoie 3 points sur 3 points avec une facilité déconcertante. À 40% à longue distance, il aurait tort de s'en priver. Derrière Clarkson, il se place comme l'un des sérieux prétendants au trophée de Six Man of the Year. Du côté des bonnes surprises, il faut absolument parler de Keldon Johnson, sûrement le joueur le plus hype d'une franchise boudée par les médias. Inconnu du grand public, l'ex-coéquipier de Tyler Hero et PJ Washington à Kentucky a surpris son monde en devenant rapidement starter. À 21 ans et avec seulement une saison de G-League dans les jambes, l'ailier manque encore de régularité. On notera cependant que lors des premiers matchs, il était le seul Spur à ne pas avoir peur de prendre un shot ouvert. Son profil de 3&D n'est pas sans rappeler les débuts d'une vieille connaissance, mais attention, n'est pas The Claw qui veut. L'autre belle découverte se nomme Devin Vassell.
Alors que Spurs oblige, on ne s'attendait pas à le voir jouer de la saison, le rookie a profité de l'absence de Derrick White pour s'imposer dans la rotation. Mieux que ça, il est déjà le meilleur défenseur extérieur de l'équipe, tout en étant à presque 40% à 3 points. Là encore, il y a pépite. On peut même carrément parler d'upgrade par rapport à Bryn Forbes. Même s'il risque de ne pas beaucoup jouer avec le retour de D. White, Vassell a marqué en bien l'esprit de Popovich et devrait avoir du temps de jeu dès l'année prochaine. En attendant, à lui de se tenir prêt quand Pop aura besoin de lui. Et il risque d'en avoir, vous verrez. Dernière petite progression, celle de Jakob Poeltl. L'Autrichien ne donne toujours pas, a encore un placement parfois douteux, mais fait de son mieux. Il montre de plus en plus de belles choses et on sait à quel point le secteur intérieur, ou plutôt l'absence de secteur intérieur texan, en a besoin. C'est encourageant sans être transcendant. Passons maintenant aux déceptions. Très intéressant la saison dernière, Lonnie Walker ne surfe pas tout à fait sur cette belle dynamique. Trop naïf en défense et partisan du hurrah basket en attaque, son QI basket interroge. Cette année, son plus-minus n'est presque jamais dans le positif. Il est clairement le gros point faible du starting five actuel. Dommage, pour une fois que les Spurs avaient un joueur spectaculaire. Ne le condamnons pas trop vite, mais avec l'émergence de Vassell, il pourrait rapidement passer à la trappe. Si Walker bénéficie de l'excuse de la jeunesse, ce n'est pas le cas d'Aldridge. Disons-le tout de suite, le septuple All-Star dispute très certainement la pire saison de sa carrière. Seul son légendaire shoot à mi-distance lui permet de sauver les apparences. Son attitude nonchalante ne laisse que peu de doute quant à sa motivation. LaMarcus ne se donne même plus la peine de box-out au rebond. Malgré le désert intérieur des Spurs, il n'en capte d'ailleurs que 4,5 par match, et encore, il faut que la balle lui arrive directement dans les mains. On vous passe la traditionnelle critique sur sa défense pour s'intéresser à l'attaque. Aldridge joue complètement à contre-courant de ses coéquipiers. Il est là pour ses stats et rien d'autre. Les matchs se suivent et se ressemblent. Les Spurs mènent et voient leur avance fondre quand l'ex-Blazer rentre sur le parquet. Popovich ne s'y est pas trompé en réduisant drastiquement son temps de jeu. Depuis peu, il sort du banc et ça va un peu mieux. Dans un rôle très unidimensionnel, il vient apporter du scoring à une seconde unit où seul l'éternel Patty Mills faisait office de réel danger pour les défenses adverses. Un bon compromis. Quand on y pense, DeRozan est parvenu à faire ce qu'Aldridge n'a jamais réussi, adapter son jeu aux besoins de Popovich. Pour le bien de la franchise et du joueur, les deux parties ont décidé de se séparer avant la trade deadline du 25 mars. Cette saison, Aldridge n'enfilera plus la tunique Black and Silver. Même si deux très bonnes saisons en 2018 et 2019 viennent atténuer le constat, on ne peut pas franchement dire que son expérience texane fut une grande réussite. On lui souhaite le meilleur dans sa future écurie. Sur le plan collectif, le small ball des Spurs ne brille pas spécialement d'un des deux côtés du terrain. Leur réussite tient plutôt à leur discipline. Les joueurs connaissent leur rôle et font peu d'erreurs. Pour preuve, c'est l'équipe qui concède le moins de turnovers. Si les Spurs ne disposent pas dans leur effectif d'un joueur calibre MVP, ils comptent en revanche pléthore de bons role-players. Cette longueur de banc intéressante ouvre le champ des possibles à Popovich, qui peut composer différemment chaque soir, ou presque. Il faut souligner d'ailleurs que ce bon début de saison a été réalisé sans le très versatile Derrick White, qui était, rappelons-le, deuxième meilleur éperon la saison dernière. Son retour ne fait que donner plus de solutions à Pop. Mais cela suffira-t-il? La Covid n'aurait-elle pas gâché les chances des Texans? Si vous ne le saviez pas, plusieurs joueurs ont récemment été déclarés cas contact, obligeant les officiels à reporter plusieurs de leurs matchs. En plus de couper la bonne dynamique des Silver and Black, cela a contribué à surcharger leur calendrier lors de la deuxième partie de la saison. Normalement, les Spurs devraient disputer 40 rencontres en 68 jours, et par conséquent, enchaîner les back-to-back. Sacré marathon, hein? Attention à la fatigue et aux blessures, car à l'ouest, une contre-performance peut vous faire dégringoler au classement en l'espace d'une ou deux nuits. D'où l'importance d'avoir un roster assez profond. Pour s'éviter des sueurs froides, ils devront absolument se créer un bon matelas d'avance d'ici le début du mois de mai, qui s'annonce pour eux spécialement épicé. Au-delà de ça, leur calendrier est plutôt jouable. Il leur faudra surtout s'imposer face aux équipes de l'Est. Pour cela, pas le choix, régularité sera le maître mot. Même s'ils ont progressé dans ce domaine, les Spurs ont trop souvent tendance à faire des gros coups et perdre quand ils sont favoris. Par exemple, récemment, leur double défaite face au Thunder leur a fait beaucoup de mal, les faisant chuter de la 5e à la 7e place. Prudence également à ne pas reprendre la mauvaise habitude de paumer des matchs après avoir mené tout du long. Derrière, les Mavs reviennent bien. Les Warriors devraient normalement finir largement dans le positif. Les Grizzlies, les Pels
et le Thunder restent, eux, en embuscade. La concurrence est rude et les Spurs, par leur calendrier effréné et leur manque d'expérience, pourraient bien être les grands perdants de cette histoire. Ceci dit, si DeRozan et sa bande maintiennent le même sérieux qu'en première partie de saison, on peut réellement envisager que les Texans se qualifient au moins pour le play-in. N'oubliez pas, impossible n'est pas Popovich. Dans une saison si atypique, impossible de dire si les Spurs parviendront à retrouver les playoffs dès cette saison. En tout cas, la jeunesse texane semble avoir un radieux avenir devant elle et se développe globalement très bien. C'est de bon augure pour une franchise que beaucoup imaginaient condamnée. La Free Agency 2021 sera très importante et pourrait marquer un véritable tournant dans ce projet. Patty Mills est agent libre, mais surtout, DeRozan l'est également. Et quand on constate à quel point il est aujourd'hui indispensable, faut-il vraiment le re-signer et à quel prix? Mais pour le moment, le front office ne peut pas se permettre de se pencher trop en avance sur ces questions, puisque la priorité est de trouver un nouveau foyer à LaMarcus Aldridge. Mais fans des Spurs, rassurez-vous, l'équipe aura quoi qu'il en soit des jeunes sécurisés et une bonne flexibilité financière. C'est ce qu'on appelle savoir gérer sa franchise.